Chers amis internautes, bonjour et merci de nous retrouver dans ce nouveau numéro de Gros Plan. Nous sommes avec Antoine Guédou, il est président du parti Grande Solidarité Républicaine. Il nous parlera de l'actualité de son parti, la présidentielle 2021 et bien d'autres sujets seront abordés dans cette émission. Je suis avec Arnaud Doumarou, comme d'habitude, du site d'information Le Portail pour l'animation de cette émission. Arnaud, bonjour. Bonjour, cher ami Koshimo. Bonjour, monsieur le président Antoine Guédou. Bonjour, monsieur Arnaud. Bonjour, monsieur Koshimo. Veuillez ajouter chaque fois Vice-Togbe à mon nom. C'est Guédou Vice-Togbe. Antoine Guédou Vice-Togbe. Voilà. Ok. Alors, nous allons tout de suite entrer dans le vif du sujet et commencer par parler du retrait de votre parti, Grande Solidarité Républicaine, de la mouvance. Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Non, mais vous savez, nous avons des tests. Dans ces tests-là, il y a les objectifs et notre déclaration de principe. C'est deux points importants. Et le ministère de l'Intérieur, en acceptant le test en son entièreté, a accepté de façon irréversible ces deux points-là, nos déclarations de principe et nos objectifs. Et donc, nos objectifs cadrent bien avec les discussions préliminaires que nous avons eues avec les envoyés du candidat Talon avant de nous engager. Lorsque ces objectifs sont violés, autrement dit, lorsque ces discussions préliminaires sont violées, c'est que les objectifs aussi sont violés et nous ne pouvons pas accepter ça. Néanmoins, nous sommes restés pendant 4 ans et demi à espérer un changement, à manifester notre mécontentement par des opinions dissidentes. Malgré ça, rien n'a changé. Et nous avons estimé que, pour des questions de philosophie, des questions de principe, il faut qu'on se retire. Et quels sont ces objectifs qui ont Nos été objectifs et les objectifs du parti, d'abord le premier point, nous avons dit que le GSR veut conquérir et exercer le pouvoir d'État dans le strict respect des tests de la République. Alors, celui qui se met, disons, au travers de ces tests-là, ça ne va pas pour nous. Comment le régime s'est mis au travers de ces tests? Bon. Les tests de la République, nous avons dit déjà, au deuxième point que nous voulons mettre, nous voulons participer à une gestion qui mette plus en relief les acquis de la conférence nationale. Alors, vous avez vu, quand je parle de tests de la République, c'est d'abord les tests nationaux, c'est ensuite les engagements internationaux, et c'est peut-être le respect de la signature, pas le président lui-même, sa propre signature. Sa propre signature, en fait, ce que je dis, ce n'est pas une signature écrite. Mais lorsqu'il vous rencontre, il fait telle promesse, c'est comme s'il a fait une signature. Il faut qu'il respecte ça. Quelles sont les promesses qui n'ont pas été respectées? Attendons. Parlons des tests nationaux. Combien de fois ils n'ont pas été violés? Je prends le plus important pour moi. Comment le président de la République peut promulguer une constitution qui a été modifiée en procédure d'urgence, alors que le règlement de l'Assemblée nationale est clair là-dessus? C'est le minimum que le président ne peut pas accepter. Et en d'autres circonstances, le GSR a attiré son attention. Il lui a même conseillé de ne pas promulguer et de laisser les députés aller jusqu'au bout de leurs idées. Les vidéos sont là. Oui, est-ce que le règlement de l'Assemblée n'interdit pas qu'une loi soit votée? Non, mais le règlement ayant dit ce qui peut être expressément voté en procédure d'urgence, c'est ceux qui ne sont pas dans ce lot ne le sont donc pas, ne sont pas autorisés. C'est comme ça. Vous voyez lire le règlement intérieur de l'Assemblée. Ça, c'est le plus. Je ne veux pas aller dans les détails. C'est le plus urgent, ça.
le plus significatif pour moi. Comme sous-volet, je pourrais parler du droit à la défense. Aujourd'hui, il n'y a pas de droit à la défense. Comment? Vous avez un problème. Vous allez en justice. C'est le régime qui vous envoie en justice. Mais vous ne pouvez même pas fournir des preuves qui viennent de leur propre administration. Comment? Est-ce qu'il y a eu des cas concrets? Vous avez vu Khoumbédi? Il a fallu aller en prison pour ça. On vous dit, mais vous n'êtes pas destinataire. Où vous avez trouvé ça? Nous sommes dans quel pays? Mais après, il y a quand même la confidentialité de certains documents. Non. Ce n'est pas une question de confidentialité. La confidentialité n'est pas au-dessus du droit. Les gens ont droit à la défense. Il n'y a pas que ça. Vous avez vu dans le dossier Adjavon, vous avez vu dans le dossier Komi, il y a des problèmes. Et au plan sur les accords internationaux, combien n'ont pas été violés? Je ne peux pas citer ici où vous êtes dans le pays. Donnez-nous des hommes d'accords internationaux violés. Les décisions de la Cour africaine des droits de l'homme, mettez tout cela. Est-ce que, en tant que ces décisions ne mettent pas en cause l'organisation juridique interne du pays? Non. Il y a ce que nous appelons en droit la norme, la hiérarchie des tests. La norme, c'est que le test national est inférieur au test international. Et ça, les juristes qui entourent le président, ils le savent. Ils le savent. Dès lors que l'engagement est signé et que nous sommes encore dedans, on doit respecter. On peut aviser après. Quand la Cour dit, par exemple, qu'il ne faut pas organiser les élections, est-ce que, objectivement, on peut... La Cour n'a pas dit de ne pas organiser. Oui, mais quand la Cour exige que le candidat Adjavon soit partie prenante... La Cour a... Écoutez, je vais vous dire ceci. Lorsque vous allez construire un immeuble sur la parcelle d'autrui, le jour où la justice rend une décision pour dire que ce n'est pas votre parcelle, on ne regarde pas le cours, on casse. Vous avez vu ce qui se passe à l'aéroport là, sur des investissements de plus de 4 milliards, ce n'est pas le même gouvernement qui casse. Non, soyons sérieux. Mais ici, on parle quand même de la souveraineté du pays. Qu'est-ce que vous appelez la souveraineté? La souveraineté du pays, dès lors que le pays a signé un engagement, cette souveraineté est concédée. Une partie de cette souveraineté est concédée. Donc, moi, on ne peut pas me parler de souveraineté. Respectons les normes. Vous suivez? Et je parle maintenant, j'ai dit, la norme interne, la norme internationale et les engagements du président de la République. Vous savez, au cours de la tournée du chef de l'État, il a dit plusieurs choses. Aujourd'hui, tout le monde est sceptique. Tout le monde est sceptique. Les engagements, d'abord, je commence par les engagements qu'il a eus par rapport à mon parti. C'est de mettre en relief, plus en relief, les acquis de la conférence nationale. C'est de respecter le consensus. C'est de permettre aux responsables du GSR de participer, d'être associés aux débats nationaux et de permettre aux militants du GSR d'être associés à l'apprentissage de la chose publique. Rien n'a été respecté dans ça. Je prends M. Kotiga à témoin. C'est lui qui avait conduit sa délégation. C'était de 5 personnes. Et nous aussi 5 personnes. Rien n'a été respecté de tout ça. Alors, je vais dire, au-delà du GSR, vous avez suivi le chef de l'État à la veille des législatives, quand il a reçu la société civile. Il a dit, de mon vivant, il n'y aura pas d'élection sans opposition. Qu'est-ce qui s'est fait par la suite? Et finalement, on a dit que c'est l'opposition même qui n'a pas voulu participer. Attendez, j'en viens. Avant d'en arriver là, le jour où il a pris service à la présidence de la République avec le docteur Boni Yayi, vous avez suivi son discours? Qu'est-ce qui s'est passé après? Le jour où il s'est réconcilié après avoir pris service avec le docteur Boni Yayi à Abidjan, en présence du président Ouattara et du président Faure, vous avez suivi son discours? Je ferai l'effort d'être un président exemplaire. Qui tienne compte... qui ne l'est pas. Attendez. Qui tienne compte
des intérêts de la nation et que les intrigues politiques ne vont pas prendre le pas sur les intérêts de la nation. Être un président exemplaire, c'est enfermer son prédécesseur, c'est jamais passé dans ce pays. Il y a des cas extrêmes qui sont arrivés dans des circonstances que vous savez. Bon, écoutez, nous devons dire ensemble plus jamais ça. Ce que je dis, la poursuite du GSR, c'est au-delà du président Yahi. Et je dis président Yahi, président Talon. Parce que moi, je n'ai aucun intérêt, le GSR n'a aucun intérêt à accepter au président Talon ce qu'il refusait hier au président Yahi. Et demain, nous n'accepterons à personne ce que nous refusons aujourd'hui au président Talon. Si le président Talon avait offert quelques postes ministériels... Laisse affaire de postes ministériels. Nous ne sommes pas venus chercher des postes. À preuve, l'accord que nous avons signé, on ne va pas parler de postes ministériels. Je vous ai donné les termes de référence. Vous associez quand même à la gestion de la chose publique. Oui, mais écoutez, si on m'associe à la gestion de la chose publique, je ne peux pas refuser. Je peux y aller. Je peux proposer des militants. À ce moment, est-ce que la posture ne serait pas différente? Non, pas du tout. À preuve, c'est que nous étions dans la mouvance. Mais vous n'étiez pas associé à la gestion? Non, on n'est pas associé parce qu'on a voulu être associé. Il y a des choses que je ne peux pas vous dire. Vous savez ce que sont que les accords politiques. Lorsqu'un candidat veut briguer une magistrature, en tout cas la magistrature suprême, on promet le ciel et la terre. Donc vous étiez quand même, vous êtes un ancien. C'est source de malaise. Et nous devons tout faire pour éviter ces choses-là. Ce n'est pas bien. C'est quelqu'un qui avait dit ça. Ça n'engage que lui. Et vous voyez aujourd'hui quelle direction il prend. Je ne veux pas donner de nom. Mais ce n'est pas bon. Je suis de ceux qui pensent que un intellectuel est condamnable lorsque, une fois en politique, il oublie qu'il a été à l'école. Et qu'il se livre à du n'importe quoi. Ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. Donc, cette histoire de quand on rentre, on veut faire des élections, on fait des promesses. Non, 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 c'est pas bien. Soyons plus dignes. Et c'est la dignité que nous devons viser. Ne suivons pas les mauvais exemples. Ne donnons pas les mauvais exemples. Voilà. Vous êtes... Vous avez dit tout à l'heure, je n'ai pas fini. Et vous disiez, vous avez posé une question là, que j'ai retenue rapidement. Et je disais que j'en viens, mais bon, je l'ai oublié encore. On peut continuer, ça peut venir. Vous êtes retiré de la mouvance présidentielle, Bien mais sûr. après vous avez exprimé la volonté de participer aux élections communales. Vous êtes engagé dans le processus. Quelques semaines après, vous êtes retiré encore. Qu'est-ce qui s'est passé? Là encore, nous avons expliqué nos raisons. Nous nous sommes engagés. D'abord, un peu surpris. Parce qu'avant cette communale-là, tous les partis politiques pouvaient choisir les localités où ils veulent développer leur leadership et compétir. Mais à notre grande surprise, le nouveau code électoral révisé, après qu'il y a eu des malaises lors des législatives, Après le dialogue politique. a introduit quelque chose d'important. C'est qu'il faut compétir sur toutes les étendues du territoire national. Ouais. Cela veut dire que, au lieu d'avoir le choix de compétir avec peut-être 4 ou 5 communes, avec peut-être 50 arrondissements, vous êtes maintenant obligé de compétir Dans plus de dans 500 546 arrondissements. Ce qui vous oblige à avoir un personnel politique de confiance d'environ 3630. Et c'est en 4 mois qu'on nous demande d'avoir ça. Point particulier. Nous avons estimé que une élection n'est pas du tourisme. C'est irréaliste. C'est le premier point. C'est le premier point. Nous n'avons pas eu le temps de développer des relations de famille avec autant de personnes. Vous êtes censé avoir des militants sur tout le territoire national. Écoutez,
N'oubliez pas que tous les partis ont été bloqués entre-temps et que le GSR n'a eu son récépissé que le 24 octobre 2019. Vous l'avez eu quand même avec plus de 1000... C'est pas question de quand même. 1000 membres fondateurs sur tous les territoires. Je viens de vous parler de 3630. Mais nous, alors que la loi exigeait 1155, nous avons eu 1300. Regardez la différence. En combien de mois? Donc, c'était pas réaliste. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, déjà sur le terrain, les deux partis du chef de l'État disaient à nos militants, et les témoignages sont là, que les gens viennent leur promettre de leur faire gratuitement le dossier, ce qui ne s'est jamais passé ici. Et que nous, on dit, qu'ils doivent faire eux-mêmes. On leur a dit, mais nous ne pouvons pas vous payer la caution, supporter votre campagne, et vous faire encore le dossier. Quelle est votre conviction? Qu'est-ce qui vous lie au parti? Mais lorsque vous allez à un examen, ce n'est pas le directeur des examens qui vous fait le dossier. Alors qu'on aille jusqu'à leur demander, lorsqu'ils font un examen, que la République leur demande qu'on leur fasse les dossiers, ouais, ça sert de l'entendement. C'est une mauvaise éducation. Et quand ils ont dit ça, certains ont dû déserter pour donner leur dossier. Mais qu'est-ce que nous avons constaté après? Le chef de l'État a rendu gratuites toutes ces pièces-là. Pour nous, c'est un délit d'initié. Comment? C'est que les gens étaient au courant. Ils savaient que ça allait être, ils savaient que ça ne leur coûtait rien de le faire. Mais nous, on ne le savait pas. Pour le faire ainsi, il aurait fallu dire ça en début de processus. Et tout le monde sait à quoi s'en tenir. Qu'on commence, qu'on retienne l'information, et qu'en plein processus, on change, ce n'est pas bien. C'est le deuxième reproche que nous avons eu. Le troisième, c'est les lois et les arrêtés qui ont suivi après. Quand on dit par exemple pour aller voter, on peut prendre carte d'identité, on peut prendre permis, alors qu'il y a une loi sur la LEPI qui dit que c'est la carte LEPI qui est reconnue. Je pense qu'aucun arrêté ne doit venir déroger à la loi. Il aurait fallu réintroduire une loi à l'Assemblée pour modifier. Face à tout ça là, nous avons estimé que nous ne pouvons pas rester dans ce pari agréable. Nous nous sommes retirés. Parce qu'au GSR, nous voulons être dignes. Nous avons une charte d'éthique. Nous voulons garder notre éthique. Pourtant, vous avez soutenu le bloc républicain pour le compte des élections communales. Écoutez, le soutien au bloc républicain, cela va sans dire. En fait, c'est la même chose que je vous dis. Nous sommes contre les alliances contre nature. Nous étions au moment des faits dans la mouvance. Vous suivez? Ce n'est pas parce que nous n'avons pas été candidats que nous allons refuser à nos militants d'accomplir leur devoir de vote, leur devoir citoyen. C'est un mauvais exemple, une mauvaise éducation. Nous avons dit, nous irons voter, mais rester dans la famille. Rester dans la mouvance. Et dans la famille, ceux qui semblent être plus proches de nous, c'est le bloc républicain. Je dis plus proche de nous parce que, apparemment, quoique parfois ils sont terrassés, il y a moins de dégâts là-bas. Vous voulez dire qu'il y a des dégâts du côté de l'Union progressiste? Écoutez, si vous le dites, je vous en laisse la responsabilité. Mais je dis, je constate qu'il y a de moins de dégâts là-bas. Il y a des gens un peu plus propres et que, je ne dis pas qu'ils sont propres, et que ceux-là, on peut s'associer à eux sans beaucoup se souiller. C'est ce que nous avions dit en son temps. Donc, je me résume en disant que c'est commandé par le fait que nous étions dans la mouvance et nous n'avons pas le droit de faire autre chose que la mouvance tant que nous n'aurons pas prononcé notre retrait. Si vous estimez que le processus est biaisé, si vous estimez qu'il y a eu beaucoup de dénis d'initiés, tout ça, pourquoi alors donner votre caution pour un tel scrutin en soutenant le bloc républicain? Écoutez, faites la part des choses.
un test, lorsqu'il est en vigueur, quand bien même c'est illégal, il demeure applicable. Vous comprenez ce que je dis? Donc, c'est vrai que c'est mauvais tout ça là. C'est vrai qu'il y a de l'illégalité, mais le test n'est pas retiré. À partir de ce moment, il faut choisir. Et nous avons choisi d'être républicains. Le républicain, c'est celui qui respecte les thèses de la République, c'est celui qui défend les libertés. Nous n'avons pas voulu nous écarter de ça. Je vous remercie. Si vous avez autre chose à dire, je vous écoute. Si vous étiez donné de, c'est pas parce que le bouilleur avait couru en temps d'aller en temps le GSR étant un petit parti, est-ce que vous aviez au cours de vos échanges, vous parlez comme le chef de l'État. Est-ce que vous avez pensé la notion de petit parti, c'est vous qui connaissez son contenu. Est-ce que petit parti, c'est les partis riches ou c'est les partis moyennement riches? Oui, je ne sais pas ce que vous mettez dans petit parti. Dans la logique de la réforme 17, il faut les grands ensembles. Est-ce que vous avez pensé, vous fusionner en Qu'est-ce que vous appelez grands ensembles? La réforme du système partisan ne résume pas la création du parti à la fusion. Il y a des gens, excusez-moi, qui peuvent être paresseux. Ils disent, ah, toi tu as un peu, toi tu as un peu, toi tu as... Amen. C'est la solution de faciliter ça. Mais il y a des gens qui vont dire, nous préférons souffrir et défendre une philosophie. Mais regardez tous les partis qui sont dans les blocs là. Je prends l'exemple le plus patent. C'est le PSD d'Amonsou Bruno. Le président Amonsou Bruno. Ce parti est allé jusqu'à des organisations internationales de la social-démocratie. Est-ce que ce parti a des raisons de soutenir ce qui se passe aujourd'hui? Je vous pose la question. Pour faire de grands ensembles, pour assainir le paysage. Non, ce n'est pas une question de grands ensembles, c'est une question de philosophie. D'abord, on ne doit pas faire de grands ensembles avec des gens qui ont une philosophie complètement écartée, éloignée de la vôtre. L'Union progressiste est restée dans la social-démocrate. Le courant est toujours socialiste. Rester, c'est une chose. Mais de fait, qu'est-ce qui se passe? Vous êtes dans le pays. Je ne vous apprends rien. Tout ce qu'on reproche au président Talon aujourd'hui, ils doivent l'assumer aussi. D'ailleurs, je voudrais dire quelque chose. Un président, en réalité, n'est qu'un coordonnateur. Vous voulez le dédouaner? Je ne le dédouane pas. Je ne le dédouane pas. Je ne le dédouane pas. Au contraire, je le condamne lorsqu'il accuse le président Bouniaï. Ce n'est pas le président. Le président ne peut pas se mettre à la place des cadres qui sont les exécutants. Vous comprenez ce que je dis? Le président trace les grandes lignes. Et c'est les cadres qui exécutent. Et qui font une note pour dire au président, ça ce n'est pas bon, ça ce n'est pas bon. Mais si pour des questions de ventre, les gens s'exécutent facilement comme ça, et à la fin, ce qu'ils disent d'ailleurs, c'est le président qui est désigné comme Ponce Pilate. C'est lui qui assume le bilan. C'est lui. Écoute, le président a une responsabilité politique. Il n'a pas une responsabilité technique. La responsabilité politique, c'est que, au bout du compte, que le peuple avise. Et c'est encore là une des raisons pour lesquelles on n'est pas d'accord avec le président Talon. Qu'il permette au peuple de se prononcer, qu'il remette son mandat en cause. Au lieu de défendre des intérêts des gens, je sais comment les qualifier, moi. Oui, mais les cadres travaillent dans la droite ligne de la vision du président de la République. Si un cadre ne fait pas bien le travail, le président a la solution quand même de le démettre de sa fonction. Bien sûr. Oui. C'est pourquoi on parle de responsabilité politique. On lui a permis de nommer ses cadres, tout ça là. Et s'il ne fait pas ce qu'il doit faire, si par omission, il ne fait pas ce qu'il doit faire, le peuple a le droit de faire ce qu'il doit faire. Donc, ce qui est fait là, c'est de la responsabilité du président Patrice Talon et non forcément... c'est de sa responsabilité politique. Mais il faut comprendre, c'est vrai, sa responsabilité politique. Et ce que ça lui coûte, c'est de l'effacer, comme on a effacé d'autres. Mais en réalité,
il ne faut pas l'accuser que telle chose n'ait pas été bien faite. Je vous donne un exemple. Pendant la tournée du président, j'ai noté 4 choses et je prends une. Il dit, en parlant de la centrale de Maria Guetta, 40 milliards du gâchis. Mais écoutez, et c'est là que sa responsabilité peut être engagée. Quand vous savez que ça ne marche pas, ne prenez pas les mêmes pour recommencer. Lorsque vous prenez l'accord de la centrale de Maria Guetta qui a été signé en août et comment je vais dire 2007 ou 2007. Quand vous prenez l'accord, qui sont les signataires? Vous allez voir Kogindoro, vous allez voir Koupaki, vous allez voir Lawani, vous allez voir Saka Lafia. Et il y a 2 auxquels je m'intéresse spécialement. C'est Saka Lafia et c'est Koupaki. Saka Lafia, le ministre Saka Lafia, il était ministre de l'énergie. Donc celui qui est chargé d'exécuter ce projet-là. Le ministre Koupaki, il était le coordonnateur de l'ensemble. Mais, s'il sait que c'est du gâchis, pourquoi a-t-il mis encore en vedette ceux qui ont participé au gâchis? Vous venez s'en prendre aujourd'hui à quelqu'un qui, en réalité, n'a fait que chercher des financements, n'a fait que coordonner des idées pour que ce soit réalisé. Mais si ceux qui doivent réaliser ne le font pas, qu'est-ce qu'on va faire? Je me rappelle que le ministre Lawani, le président Boni Yayi, a failli ou bien a eu l'intention de l'envoyer devant la haute cour de justice. Vous êtes dans le pays. Qu'est-ce qu'un président peut faire d'autre? Moi, je ne sais pas. Écoutez, moi, je n'ai jamais fait Boni Yayi. Le seul président que j'ai fait, c'est Soglo. Et il demeure ma référence jusqu'à aujourd'hui. Vous comprenez ce que je dis? Oui, mais pourtant, il demeure votre référence, mais vous rentrez quand même dans l'opposition aujourd'hui et vous pensez qu'il faut que le président Talon subisse le même sort que le président Soglo en 1996. Écoutez, ce n'est pas une question de sort. C'est une question de savoir-faire. Vous savez, le président Talon est en train de faire exactement les mêmes choses que Soglo avait eu à faire. La différence entre les deux, c'est que Soglo était bon gestionnaire sur tous les plans. Et même ses adversaires reconnaissaient ça. Quand Soglo, après l'échec de Soglo, lorsqu'il est revenu et il est allé à la présidence, vous voyez ce que Kérékou a fait? Quoique tout le temps, Soglo a passé son temps à injurer, le président Soglo a passé son temps à injurer le président Kérékou, il a déroulé un tapis rouge. Et qu'est-ce que je dis? Passer le temps à s'attaquer à son prédécesseur, quelqu'un qui est président, il n'est plus un rien, il a aussi son monde. Alors, les mêmes causes produisent les mêmes effets. Et à s'attaquer sur quelle base? Sur du néant. Sur du néant. Vous voulez dire donc que vous qui avez combattu le régime Yahi, vous n'avez pas aimé... Non, écoutez, le régime Yahi... C'est du néant qu'on... Non, c'est pas ce que je dis. Je dis ce qui se dit aujourd'hui. Je n'ai pas dit hier. Oui, ce qui se dit aujourd'hui. Le régime Yahi avait ses faiblesses. Et ce qu'on lui reprochait surtout, c'est de vouloir dévier un peu de la voie tracée par la conférence nationale. C'est beaucoup plus constitutionnel. Aujourd'hui, ce qu'on reproche à Talon, ça va au-delà. Comment? Vous comprenez ce que je dis? Ça va au-delà. Je vous donne des exemples. La lutte contre la corruption. Je vous ai dit tantôt que Boni Yayi, à des moments donnés, a traduit, n'eût été l'Assemblée, a traduit des ministres pour corruption devant la haute cour de justice. Mais comme ils savent manager à l'Assemblée, ils ont tout fait pour empêcher ça. Aujourd'hui, là, l'affaire à Donano, aux impôts, là,
Vous en comprenez quelque chose? Vous y comprenez quelque chose? Non, c'est encore devant la toujours en justice. cours. Ça va durer combien de temps? En d'autres temps, en d'autres circonstances, le président Talon aurait fait plus de diligence. Et je vais vous dire ceci. Le directeur général des impôts est encore en poste jusqu'à aujourd'hui. Directeur général des impôts. Il a une indemnité, une prime de responsabilité. Vous suivez ce que je dis? Et ses collaborateurs ne sont pas nommés sans lui. Et lui, directeur général des impôts, il n'a mis aucune sûreté interne. Moi, je suis un auditeur. Il n'a mis aucune sûreté interne dans le système pour que lorsque des fonds partent facilement comme ça, ils sachent. Vous ne pouvez pas le savoir. Ah non, la preuve c'est que c'est parti. Vous savez, ce qu'on appelle sûreté interne, oui, c'est des dispositions que vous prenez dans votre procédure pour que lorsqu'il commence pas à avoir des fraudes à un certain niveau, vous soyez tout de suite prévenu. Si un montant là, c'est trop. Qu'on cite 4 milliards, 13 milliards, je ne sais pas combien ils vont arrêter finalement, c'est trop. Normalement, on devrait déjà sauter ce directeur général-là. Mais qui est son patron? C'est le ministre des Finances. Si vous estimez que c'est... Le ministre des Finances même n'est pas exclu. Le ministre des Finances a une responsabilité politique. mais sa responsabilité Il fait subir au président ça là, c'est grave. Sa responsabilité n'est pas encore prouvée dans cette affaire. Clôturons ça. Je dis responsabilité politique. La responsabilité politique, ce n'est pas la responsabilité pénale. Vous suivez? C'est qu'il y a des choses, lorsqu'on vous confie une maison, il y a des choses qui ne doivent pas arriver sous vous. Là, c'est mauvais. C'est la première sanction que le président Talon aurait dû prendre pour prouver sa bonne foi. Dégager toute la ligne. Jusqu'au ministre? Pourquoi pas? Le ministre n'est pas inamovible. Pourquoi pas? C'est ça la preuve de la lutte contre la corruption. Vous suivez ce que je dis? Si vous fermez un peu, je vous donne 2 cas. Le cas d'Aïri. Vous avez vu comment d'Aïri allait en prison au CNCB là? Hein? Mais est-ce qu'on vous a dit jusqu'à présent pourquoi on a enlevé son successeur? On reviendra sur ce dossier. On ne vous a pas dit ça? Parlez-nous. Hein. Non, pas du tout. On ne vous a pas dit ça. Vous êtes là quand même pour non, c'est pas le moment. Est-ce que... On ne vous a jamais dit ça. Pourquoi lui? Non, écoute. Quand derrière, on nous a expliqué. On nous a dit, il a refusé de faire ci, il a refusé de faire ça. D'accord? Son successeur est arrivé. On nous a rien dit. Une autre dame est venue le remplacer. On nous a dit, et c'est le ministre Romain qui connaît bien ces choses-là, elle refuse de suivre les ordres. Elle place des gens qui ne tiennent pas compte du budget des cadres. Mais pourquoi celui-là qui est au milieu, là, on n'a rien dit de lui? Ça suffit, ce que je vous ai dit là. Ça suffit, je ne vous dis pas plus de détails. On pourra revenir là-dessus. Je vous ai dit un cas, le temps passe. Je vous ai dit ça là. Deuxième cas, le cas Kounché. Dans le dossier Kounché, le Conseil des ministres a dit 2 choses qui ont retenu mon attention. On l'a imbibé dans le coton. Vous suivez? Et dans le coton, qu'est-ce qu'on reproche? On dit qu'ils ont payé des primes. Fantaisistes. Deuxièmement, on dit ils surévaluent les engrais. Je m'arrête à ces 2-là. Mais dites-moi, c'est le ministre des Finances qui paie les primes ou le ministre du Développement rural? Mais il est l'ordonnateur. Non, attendez, il n'est pas l'ordonnateur du budget du développement rural. Ça, c'est la première chose. Attendez, suivez-moi jusqu'au bout. Suivez-moi jusqu'au bout. Suivez-moi jusqu'au bout, s'il vous plaît. Deuxième chose, les engrais qu'on surévalue, dont on parle là. Comment ça se passe? À l'approche des campagnes,
les paysans disent, on les interroge. Moi, je peux emblaver tel suffrage. Ça permet de savoir de façon prévisionnelle combien on peut emblaver au total. Vous suivez? Et c'est la direction de la recherche agronomique qui prend ces informations-là pour faire les prévisions d'engrais et des choses qu'on peut utiliser. Donc, s'il y a surévaluation, ça ne peut être qu'à ce niveau. Ce n'est pas au ministère des Finances. Or, cette direction, non seulement c'est sous le ministre du Développement rural, à qui on n'a rien dit au moment des faits, mais celui qui était directeur au moment des faits, c'est lui qui se trouve être le ministre du Développement rural. Au moment des faits, au moment des reproches. Il a été inquiété jusqu'à aujourd'hui. Et puis après, là, c'est passé. Et puis on est passé au FNM. Vous suivez? On est passé au FNM. Au FNM, on lui reproche des choses. Mais la loi dit que lorsque vous finissez, vous devez avoir un quitus de la Cour des comptes. Disons de la Chambre des comptes dans le temps. Aujourd'hui, on a parlé de la mise en place d'une Chambre des comptes. Mais c'est une attribution de la Chambre des comptes. Mais le type a eu le quitus. Mais on dit après, non, malgré ce quitus, il y a ceci, cela. Quelle est l'autorité de la Chambre des comptes dans tout ça? Mieux. J'admets que ce qu'ils disent là, c'est vrai. Mais l'autorité qui a donné le quitus n'a pas été inquiétée. Au moins pour complicité. Non, c'est des faits quand vous voulez dire que Kwame Couty est propre dans tout. Je n'ai pas dit qu'il est propre. Je n'ai pas dit qu'il est propre. Lorsque vous relevez... Je n'ai pas dit qu'il est propre. Je relève les faits de corruption évoqués dans la lutte contre la corruption. Et les faits qui font que je ne suis pas d'accord par moment avec le président. Et on a vu d'autres collaborateurs du président qui ont été sautés de leur poste, qui ont été même emprisonnés. Le cas de Modeste Toboula et du ministre de la décentralisation qui a été sauté de son poste. Oh oui, bon, écoutez, sauter de son poste avec Toboula, c'est ce qu'il aurait fallu faire. Mais est-ce que ce n'est pas qu'on saute le ministre, qu'on saute le ministre, c'est ce qu'il aurait fallu faire. Il a une responsabilité politique. Ça, c'est bien fait. Est-ce que ça ne prouve pas la bonne foi du président? Non, écoutez, je dis, c'est des détails, ça. Il y a des choses plus graves. Pourquoi vous voulez vous accrocher aux détails? Hein? Non. Pour le préfet, Toboula, je ne sais pas ce qui s'est passé. Après, il a voyagé. D'aucuns disent aujourd'hui qu'il est à la présidence. Non. Je n'ai pas vérifié, je ne sais pas. Mais si c'est vrai. Il n'est pas à la présidence, il n'est pas à la présidence. Il a été relevé et puis il a été en prison. Après, non, après ça, après, il a les services sanitaires et puis il est revenu. Il est revenu, il paraît qu'à son retour, maintenant, il est à la présidence. Je crois que les gens ne doivent pas rester sourds à ces choses-là. Dans un système normal de transparence, la cellule de communication de la présidence aurait démenti. Pour mettre chacun à l'aise. Lorsqu'ils ne démentissent pas, nous sommes obligés de croire à la rumeur. Parce qu'ils ont démenti des choses plus élémentaires. Oui, mais ça reste des rumeurs que Modeste Toboula n'est pas... Je dis, la faute, c'est l'absence de démenti. Je n'ai pas dit que c'est vrai. Vous n'allez pas répondre à tout ce qui passe comme une rumeur. À longueur de journée, il y a tellement de rumeurs. Ça c'est important, c'est pas tout ce qui passe. Quand quelqu'un qui a été prisonnier avec des faits précis reprochés, est réintroduit après, on dit qu'il est réintroduit dans le système avec salaire mirobolant, il est nécessaire que le gouvernement se dédouane en faisant démentir. C'est une question d'orthodoxie. Je vous posais la question tout à l'heure, en 2016, le président Soglo est parti dans ces conditions-là, et vous avez regretté par la suite. Dans quelles conditions? Vous savez que... Ce que vous appelez, ne comparez pas du tout les conditions du président Soglo aux conditions du président Talon. Si vous voulez, je vais vous donner les éléments. Lorsque le président Soglo prenait le pouvoir dans ce pays des mains de Kérékou, le taux de croissance était à -3. Sous Soglo, c'est passé à 6. Pareil aujourd'hui. Attends. Mais je veux comparer les deux données. Pourquoi vous dévancez? Je fais une analyse statique
est dynamique. Vous comprenez ce que je dis? Oui, oui. Allez-y. La Sonapra était à 12 milliards de pertes. Sous Soglo, c'est passé à 25 milliards de bénéfices. Tous les projets étaient suspendus en décaissement. Les centres de santé étaient fermés. Vous avez appris que des instituteurs sont allés voler, qu'ils m'excusent, cette corporation-là, du haricot au feu. C'est des choses qui sont passées dans ce pays. Cotonou s'appelait Cototrou. Vous êtes jeune. Vous n'avez pas l'histoire de ce pays. Et on vous dit des choses pour vous, je ne sais pas. Non, ce que nous disons, Soglo. Ça là, je dis, c'est Soglo. A essayé de redresser. Je dis, c'est Soglo. Mais il a tout redressé. On l'a chassé du pouvoir. Il a tout redressé au point où, le jour où Kérékou l'a reçu au palais, il a dit, toutes les dettes que j'ai laissées au titre des organisations internationales, tout a été payé. Ça, c'est bon, ça. C'est Kérékou qui a dit ça. Moi, j'ai entendu. Vous suivez? Malgré ce tapis que Kérékou a dressé à Soglo, Soglo n'a pas cessé de l'injurier. Peut-être à raison, parce que ça lui faisait mal de travailler autant. Mais ce n'est pas bon. Oui, mais il est parti. Aujourd'hui, il a fait tout ça. Et on veut faire... C'est ça ce que je dis. Patrice Talon également a fait tout ça. Non, ce que Patrice Talon est en train de faire, il y a une circonstance aggravante. Il y a une circonstance aggravante. Laquelle? C'est que lui, il n'est pas venu trouver une situation chaotique comme Soglo. Mais il a dit en 2016 que tout est à refaire dans le pays. Vous voulez? Vous savez? Hein? Toute la traversée de Cotonou, Talon a fait combien de temps? Il y a le projet Alphatage aujourd'hui. Alphatage, c'est 3000 km de route signé par Boniaï avec la BOAD. Si vous voulez, je vais vous donner les références des accords et les dates. La croissance était à moins 3 avant l'arrivée de Patrice Talon. On est passé à plus de 6% de la croissance. Écoutez, la croissance en 2015 était à 5,2. Contre une moyenne de 4% en Afrique de l'Ouest et 3% en Afrique subsaharienne et 3% dans le monde. Le rapport que nous avons eu finalement, c'était que ça passait de 2,5%. Ça là, c'est la commission de l'UEMOA qui l'a publié. C'est pas un truc truqué, c'est indépendant. Vous suivez ce que je dis? C'est indépendant. Et je vous ai parlé tout à l'heure de normes supérieures parce que l'UEMOA, c'est un dispositif communautaire. Ça s'impose à ce que le Bénin a écrit. Vous comprenez ce que je vous dis? Le rapport FMI, en 2016, le rapport FMI parlait de 2,5% de croissance à l'arrivée de Patrice Talon. En tout cas, c'est ce que nous avons également lu. Et après, aujourd'hui, nous sommes passés à 6% sous Patrice Talon. Écoutez, passons tout ça là. Mais retenez, vous êtes journaliste, soyez aussi des journalistes d'investigation. Quand on veut apprécier, on apprécie le niveau de la dette, une économie. On apprécie le taux de croissance. On apprécie également le déficit budgétaire. Le déficit budgétaire, nous sommes passés à moins d'1% ou 1%. Non, le déficit budgétaire était à 8%, contre 3% recommandé par l'UEMOA au départ de Yahi. Et nous sommes passés l'année dernière à 1%. Comment? L'année qui a suivi, ils ont fait un déficit de 6,43. Si on avait arraché le pouvoir, la question du déficit, parfois même, le déficit budgétaire est un instrument de gestion économique. Vous comprenez ce que je dis? Parfois même. Le déficit budgétaire, ce n'est pas aussi alarmant que vous le dites là. C'est pour vous dire quand même qu'on a redressé également la pente quelque part sous Patrice Talon en matière de gestion des finances publiques. Redresser quoi? Je ne veux pas rentrer dans ce débat-là. Si vous voulez, nous allons faire une émission économico-financière. Vous convoquez, vous amenez un économiste, ce ne sera pas unilatéral comme ça. On va se faire face, on va discuter. Nous avons voulu quand même montrer le tableau pour dire que généralement, lorsqu'un président fait un mandat et s'en va, après les populations, comme nous avons eu le cas sous le président Soglo, après les populations disent mais on aurait pu peut-être laisser le président Soglo faire 10 ans. Aujourd'hui, Patrice Talon est en train de faire un mandat. Attendez, non. On aurait pu le laisser faire 2 mandats. On aurait pu.
dans les circonstances actuelles, il s'est passé dans le pays des choses qui ne se sont jamais passées. Moi, mon problème, ce n'est pas le départ de Patrice Talon. Ce n'est pas au départ du président Patrice Talon. Vous souhaitez sa relation? Qu'il change. Et au cours de sa tournée, il a dit une seconde chose. Pardon, réconciliation. Moi, je dis vérité, réconciliation et pardon. Vous comprenez bien ce que je dis? C'est ma posture, ça. C'est ma posture. Parce qu'aujourd'hui, on n'y croit pas. Lorsque vous dites, vous ne faites pas. Je vais vous donner un exemple simple. J'ai eu une réaction l'autre jour. J'ai donné au journal Le Portail à publier face au comportement du ministre de l'Intérieur. C'est technique, hein? Est-ce qu'il est normal, pendant que le président est en train de dire au Nord, on va faire diligence pour que les démocrates aient leur récépissé, que le ministre de l'Intérieur bloque le récépissé à Cotonou pour rien, je dis bien pour rien. Il y a des choses qui ont été reprochées au dossier des démocrates. On leur a demandé de reprendre la liste. De reprendre la liste par département. Et je l'ai déjà dit dans le journal. Reprendre la liste par département. Quel est l'arrêté d'application que le ministre même a pris pour dire la liste doit être faite par département? À partir de ce moment, ça devient une question de forme. Chacun adopte la forme qu'il veut. Deuxième chose, le ministre a déjà fait une observation qui l'empêche de dire ce qu'il dit là. Parce que la loi lui a dit, et cette question-là, on l'a discutée longtemps avec le président de la République à la séance à laquelle il a bien voulu nous inviter le 15 juillet 2019. J'y étais, le GSA y était. Et ça qui a abouti à l'article 21 nouveau de la charte des partis politiques, qui dit que le ministre de l'Intérieur fait ses observations en une seule fois et ne peut plus faire les observations ultérieures. C'est du français quand même. Est-ce que le GSA a eu autant de difficultés pour avoir son récépissé? Nous avons eu beaucoup de difficultés. Nous l'avons dit à la séance du 15. Et le chef de l'État a tranché. Notre dossier a été rejeté plus de 6 fois. Pour des abrutis, je vais vous donner un exemple. On prend un casier judiciaire au ministère de la Justice ou un certificat de nationalité. Et le ministre nous dit, c'est 3 noms. Pourquoi on a écrit 2? Or, ces 2 actes-là sont établis sur la base des actes de naissance. J'ai demandé au président de chercher à comprendre auprès de son ministre de la Justice pourquoi, malgré les indications de l'acte de naissance, eux, ils font autre chose. L'administration ne peut pas nous reprocher ces erreurs. La deuxième chose, on nous dit, il y a des certificats de résidence qui ont été signés par des chefs d'arrondissement, alors que c'est les chefs de village qui doivent signer. Il y a des certificats de résidence qui ont été raturés. Là aussi, j'ai dit, monsieur le ministre de l'Intérieur est là, monsieur le président. Quelle est la formation qui a été faite aux chefs de village, analphabètes par moment, pour leur éviter ces ratures-là? Mais nous sommes allés chercher, nous, on n'est que demandeurs, l'attestation. Le chef d'arrondissement dit que c'est lui qui doit signer. Si vous refusez, vous ne pouvez pas prendre. Est-ce que c'est notre problème? Dites-nous finalement, qu'est-ce que vous retenez de positif dans la gouvernance du Patrice Talon? Et il y a des choses qui sont positives. On ne peut pas dire complètement que tout est négatif non plus. Ce qui est plus négatif et que je voudrais d'abord lui demander. Nous lui avons déjà dit, le GSA lui avait déjà dit au moment où la question de dialogue se posait, se réconcilier avec ses prédécesseurs. Parce que ça représente quand même une grande partie du peuple. Au nom de la paix, on lui a dit de se réconcilier avec ses prédécesseurs. Il a exprimé sa bonne foi. Et de voir... Qu'est-ce que tu dis comme ça? En quoi faisant? Il a dit à Tchaourou et à Parakou. Non, je dis déjà lors du dialogue politique. Vous comprenez ce que je dis? Lors du dialogue politique d'octobre 2019. Le GSA lui a fait cette proposition-là. Et on a dit, pour ce qui concerne les exilés, il faut voir
au cas par cas avec vos prédécesseurs. Qui sont ceux qu'on peut laisser? Qui sont ceux qu'on doit condamner? Et ceux qu'on doit condamner là, qu'il aille devant la justice et qu'il puisse bénéficier d'une justice équitable et transparente. C'est ce que tout le monde veut. Nous, on n'est pas pour l'impunité. Mais il faut permettre aux gens d'aller devant la justice en toute quiétude. Oui, parmi les exilés, est-ce que vous en trouvez qu'on peut laisser? Bon, je vous prends par exemple le cas de Djerontin. Djerontin a fui, pourquoi? Parce qu'on lui reproche d'avoir publié un document. Où est-ce qu'il a trouvé ça? Quelqu'un qui a été député, ancien ministre. Oui, mais, mais la loi s'applique à lui. La loi s'applique à lui. Il y a des choses plus dures. Des gens ont fait des choses plus importantes auxquelles la loi ne s'est pas appliquée. À part Djerontin. Non, je vous cite le cas là que je connais. Les autres, je ne peux pas connaître leur cas. Mbadji aussi a dit qu'on voulait l'arrêter. Pourquoi? Pour les mêmes choses, je ne sais pas. Mais les détails là, pour ce que la crise que nous vivons, on peut fermer les yeux sur les détails et s'attarder sur les choses importantes. Si quelqu'un vole les ressources de la nation, moi je suis prêt à ce qu'il soit puni. Le cas d'avant. Mais il faut lui permettre de bénéficier d'une justice équitable. Le cas d'avant, par exemple, c'est un des cas dont nous parlons. Il y a la décision de la Cour africaine des droits de l'homme. Le président ne peut pas aller au-delà. Soyons sérieux. Il ne peut pas aller au-delà. Peut-être on a dit, Adjavan fait ci, Adjavan fait ça, mais dès que la justice dit, ça s'impose à tout le monde. Président, dites alors ce qu'il y a de positif que vous retenez, oui, que vous avez marqué. Ce que moi je trouve de positif, aujourd'hui là, oui. La question sécuritaire est positive. C'est une question positive. La propreté de la ville, c'est positif. J'ai même vu des camions de voirie, tout ça. Ça fait longtemps qu'on a vu ces choses-là. Moi, j'étais enfant quand je voyais ces choses-là. Après, je n'ai plus jamais vu ça. C'est des choses bien, je ne peux pas... Mais le reste là, je ne peux pas dire ceci. Il y a eu aussi quelques réformes. La réforme des partis politiques, ça a failli être positif. Et finalement, aujourd'hui, c'est une négation. Comment failli? Être positif. Parce que quand vous prenez le test, la conception, c'est très bien. Et dans l'application. Quand vous prenez les idées qui ont... Récemment, on était à un colloque international avec le professeur Victor Tokpanou, qui était le rapporteur général du dialogue politique. Parce qu'on voulait faire le bilan. Il a dit, ce qui a présidé à la charte des partis politiques, c'est deux raisons. Il m'écoute, je le prends en témoin. Il dit, la première raison, c'est qu'on est des partis véritablement nationaux. De grands partis, de grands ensembles. La deuxième raison, il faut aider les partis à se développer. Il faut l'aide publique. Vous suivez? Et ces deux raisons-là ont transparu dans la charte. Quand on dit on doit compétir sur toute l'étendue du territoire national, on doit avoir 10%, c'est qu'on veut de grands partis, que les gens travaillent partout. Et ce qui est positif dans ça là, c'est que ça favorise l'unité nationale. Même si vous êtes chef de parti du Sud, vous êtes obligé d'aller travailler avec les militants du Nord qui sont avec vous. Pour avoir aussi des voix là-bas. Ça favorise l'unité nationale. En cela, c'est très bien. Mais le deuxième pilier, c'est le financement des partis politiques. C'est aujourd'hui une réalité également. Comment vous justifiez que pour un financement de 3 milliards pour l'année, maintenant, on nous a dit qu'on a payé les 50%. Et 1,5 milliard, c'est seulement les deux partis du chef de l'État qui ont reçu. Jusqu'à concurrent. Oh, la FCB a eu 100 millions. Ou 103. Selon les critères définis par la loi. Quels critères? Les critères étaient mauvais, justement. Les critères ont été orientés pour que tout se retrouve dans la poche de ces partis-là. 1,4 milliard. Mais la philosophie, c'est quoi? C'est aider les partis à se développer. Ce n'est pas ça? Les partis méritants. Non.
On n'a pas ajouté, c'est vous qui ajoutez le mot méritant. Oui, mais les critères, finalement, se rendent Écoutez, les critères, c'est quoi? Les critères, c'est avoir des élus. Je dis, la loi même, elle est incohérente. Je vais vous dire pourquoi. Quand vous prenez l'article 5 de la loi, 5 ou 4, je ne sais plus, l'article dit les lignes budgétaires auxquelles l'aide s'applique. 5 lignes, dont la ligne élection. Vous trouvez normal que pour répartir, on affecte tout aux élections et qu'on laisse les autres lignes? Ça, c'est la première remarque. La deuxième remarque, à l'article 6, la loi définit les conditions d'éligibilité et a dit il faut avoir un siège national et des sièges départementaux. La loi dit il faut justifier de ressources propres. Il faut justifier de la régularité des réunions. C'est les 3 critères. Mais la loi n'a pas dit qu'il faut avoir des élus. Mais c'est la même loi qui Attends. Lorsqu'il y a cet article-là qui dit correctement les domaines de définition, tout le monde doit dire « Ah, moi je suis éligible parce que je remplis, moi je suis éligible ». Il n'y a plus aucun critère qu'on puisse définir pour écarter ceux qui sont éligibles. Mais c'est la même loi qui parle d'élus. Pour le faire, il aurait fallu dire à cet article-là « avoir des élus ». Mais pourquoi vous détachez cet article des autres dispositions? Comment? Simplement parce que c'est incohérent. Si vous dites que les gens sont éligibles, vous n'avez pas dit qu'ils doivent avoir des élus. Et que plus loin, vous dites finalement, il faut répartir avec les élus. Ça veut dire quoi? C'est de la gymnastique intellectuelle. C'est pas bien. Et c'est trop flagrant. Alors, vous comprenez? Nous sommes à quelques mois de si la loi était cohérente, si on a dit il faut avoir des élus, dans les conditions d'éligibilité, tout le monde aurait su à quoi s'en tenir. Mais on n'a pas dit ça. Et 1, 2, 3 pas. On dit il faut prendre tout le financement et donner seulement à ceux qui ont les élus. Sachant bien que les élus là, c'est les 2 partis, les 2 cartels siamois. La FCB aussi. Oh, la FCB. Pourquoi vous voulez prendre l'accessoire pour le principal? 103 millions. Sur 1 million, 103 millions sur 1 milliard 5. Du nombre d'élus qu'ils ont. Justement, c'est parce qu'on est conscient qu'ils n'en ont pas beaucoup. Alors, nous sommes à quelques mois de la présidentielle. Oui. Comment est-ce que vous vous organisez avec les partis d'opposition? Non, écoutez, on n'a pas de relation particulière avec les partis d'opposition, mais nous échangeons avec tous les partis. Hein? Mais, il faut l'avouer, nous sommes proches de l'opposition. Simplement parce que... L'opposition démocrate, bien l'opposition SCBE. Oh, l'opposition, c'est opposition. Le langage, moi j'ai vu monsieur Yarou, en des circonstances, il a tenu un langage d'opposition. Hein? J'ai vu par moment monsieur Hunkwe, quoi qu'il a tenu, par moment, un peu de gymnastique. Bon, c'est peut-être l'opposition constructive, comme les gens le disent. Mais nous sommes proches parce que cette philosophie-là est la nôtre. Tous ceux qui défendent les libertés, le droit, la justice, la répartition équitable de la richesse nationale, nous sommes avec eux. Vous avez un candidat déjà ou vous pensez... Nous n'avons pas décidé encore de cette question-là. Et nous n'avons même pas encore dit où nous sommes. Est-ce dans l'opposition? Est-ce au centre? Nous n'avons pas encore dit ça. Mais nous allons tenir un cadre de concertation nationale. C'est l'une de nos structures. Et c'est cette structure-là qui va orienter. Le bureau politique que je dirige fera des propositions. Si c'est validé, on ira dans ce sens. Le président de la République, vous pensez qu'il mérite un second mandat? Et je suis indifférent. Mais ce que je veux dire, à la lumière de ce qui a été fait là, il ne le mérite vraiment pas. D'ailleurs, lui-même, il n'avait pas demandé au départ. Je souhaiterais avoir un président qui respecte sa ceinture et qui fait honneur à la nation au vu de la communauté internationale. En cela, je dis que ce n'est pas bon. Dans les circonstances même de sa proclamation de foi,
ce sont des circonstances aggravantes. En plein serment. C'est grave. Et devant la presse internationale. Mais après, il aurait voulu que cette profession de foi soit insérée dans la Constitution, ce qui n'a pas été fait. Après, il a dit, bon, cette question de mandat unique est désormais du passé. Après, il a visé. Bon, est-ce que vous trouvez que c'est normal? Lorsque vous avez une conviction, hein, vous avez une conviction, c'est vraiment une conviction. Dès que vous avez la première occasion pour réaliser votre conviction, il a une assemblée monocolore depuis longtemps. Et la Constitution a été révisée, même en procédure d'urgence. Il a eu l'occasion de mettre ça dedans. Il n'a pas mis. C'est une fausse conviction. Vous comprenez ce que je dis? Il ne doit pas mettre ça sur le compte des autres. Je me rappelle, vous disiez entre-temps que des gens refusaient d'aller aux élections. Enfin, ça, c'est ce que le gouvernement a dit. Non, c'est ce que vous me posez cette question-là. J'ai dit, je reviens là-dessus. Oui. Hein? Je vais vous donner des exemples précis pour vous démontrer que c'est faux. Et en la matière, je donne 2. Savez-vous que la charte des partis politiques somme les partis politiques de régulariser leur situation le 16 mars 2019 au plus tard. D'accord? Et s'ils régularisaient, ils auront leur certificat de conformité. Mais savez-vous que les dossiers des législatives ont été clôturés par la Sénat le 28 février? Je vous demande. Oui, mais après, il y a eu la décision de la Cour constitutionnelle qui a demandé à ce que des partis justifient de la régularisation ceux qui veulent aller aux élections. Et il y a eu l'intervention du certificat de conformité, vous vous rappelez à l'époque. Non, c'est avant, c'est pas après. C'est avant. On a dit, les dossiers que vous allez prendre là, il faut le certificat de conformité. Logiquement, il faut laisser les gens épuiser le délai de conformité avant de clôturer les dossiers. Là, déjà, il y a un problème. Deuxièmement, le fameux quitus fiscal. J'ai une expérience propre. J'ai un ami qui devrait être candidat sur la liste de l'opposition, qui est allé aux impôts. On lui a calculé plus d'impôts qu'il ne faut. Malgré ça, il a payé. Il a dit, je ne dois pas. Ça là, c'est pas moi. Mais pour aller aux élections, il a payé. Je ne vais pas citer son nom ici. Vous savez qu'il n'a pas eu le quitus? Et 3 mois après les élections, il m'a dit, Antoine, amène-moi aux impôts, je vais réclamer mon quitus. On est allé. Le jour là, le garde-corps du directeur des impôts a failli nous frapper. Comment? Qu'est-ce qui s'est passé? Bon, parce qu'on a dit, mais ce n'est pas normal. On ne peut pas payer, ne pas avoir le quitus. Et il dit, ah, qu'on doit parler doucement. Si on ne parle pas doucement que lui, il va nous violer. Il va nous violenter. Est-ce que c'est bien? Finalement, la secrétaire a calmé les esprits et a dit, on va vous appeler. Demandez si on l'a appelé. Jusqu'à aujourd'hui? Jusqu'à une date récente. Je ne sais pas ce qu'il y en est aujourd'hui. Et avec ça, vous dites que les gens ont refusé d'aller aux élections. Refusé quoi? Non, c'est pas, si on le dit ainsi, c'est surtout par rapport au débat qu'il y a eu. Quel il y a débat? des concertations de l'Assemblée nationale. Ne regardez pas. Et après, les gens... mais c'est les mêmes choses qui recommencent maintenant. La chaise vide. C'est les mêmes choses qui recommencent maintenant. On a fait des concertations. Le président de la République, au lieu de prendre ses responsabilités, les a renvoyés. Au Parlement, par exemple, il revenait au Parlement de revoir. Comme pour le parrainage, il est en train de les renvoyer maintenant vers les députés, et tout en disant qu'ils auront le parrainage. C'est ça le problème. C'est ça le problème. En principe, eu égard à cette expérience-là, le président de la République devait prendre pour chaque parti le parrainage qu'il faut. Appeler les chefs de parti et leur remettre. Comment? Non mais, ça ne serait pas... C'est ça sa bonne foi. Ce sont ces partis. Ce sont ces partis, c'est ça la bonne foi. Mais il les renvoie pour dire après, moi j'ai dit, hein, ils ont refusé. Comme on a dit, ah, moi j'ai dit de tout, et ils ont refusé d'aller aux élections. Non. C'est ces choses-là qui font qu'on n'y croit plus. Et si vous voulez, j'appelle toute la classe politique à la vigilance.
je vais vous dire quelque chose. Que les mérites, Abraham Ziziroké m'excuse. Nous nous sommes rencontrés à un colloque. Et je discutais, j'ai posé les problèmes, j'ai dit ça là, ce n'est pas bon, ça là, ce n'est pas bon. Il a donné une réponse qu'il a répétée publiquement. Parce que, publiquement, j'ai dit, il a dit ceci. Vous avez suivi? Et il a répété. Il dit, la mouvance souffre de débats contradictoires. Pourquoi ça va être comme ça? Et ça veut dire quoi, au fond? Mais c'est les conséquences, ça. C'est les conséquences, ça. C'est les conséquences, ça. Je viens de voir autre chose l'autre jour. On a arrêté, suspendant le deuxième secrétaire national. Jean-Michel Abimbola. Voilà. Pourvu qu'il n'y ait pas d'inamovible dans ce milieu. Qu'on soit capable de suspendre aussi d'autres aussi. Vous appréciez la suspension du ministre Abimbola J'ai dit pourvu que... la décision. J'ai dit pourvu que. Autrement, je dis j'apprécie, mais si c'est les tests qu'il a violés, si c'est le difficile, c'est bien cette rigueur, mais vous comprenez ce que je dis? Comme c'est déjà fait comme ça veut dire quand je dis que d'autres personnes ne soient pas inamovibles, prenez le cas de l'Afrique du Sud. Mandela a bien construit son parti. Aujourd'hui, le président n'est pas fort. Hein? Le parti peut démettre le président. Mais ce que nous vivons ici, là, non mais, ça sort de l'entendement. Oui, c'est pour ça que nous avons mis les maires, et puis désormais, on sait que les maires... Vous avez désigné les maires. C'est pour ça que vous avez désigné les maires. Non, c'est pour ça. Bon, je vous le concède. On peut continuer. Oui, on va à présent entamer la deuxième partie de cette émission qui concerne votre vie au-delà des activités politiques. Les internautes voudraient quand même bien vous connaître au-delà donc de vos activités politiques. Ah non. Bon, moi, au plan professionnel, je suis professeur de sciences techniques et économiques, mais je suis également administrateur de banques et institutions financières. J'ai occupé plusieurs postes de responsabilité à la Caisse autonome d'amortissement, plusieurs fois directeur technique, j'ai fini conseiller du directeur général. Et entre-temps, je suis rentré dans la politique, je suis resté un peu dans les couloirs de la politique au temps de la Révolution sans jamais y participer. J'ai commencé avec la conférence nationale sous Aromarebe et Keke, ça n'a pas marché. Et puis après, le RND a disparu progressivement et la Renaissance du Bénin m'a fait appel pour être à la fondation de ce parti-là. J'étais à Dakar, en formation, à l'école de la BCAO. Ça s'est fait donc sans moi, mais quand je suis venu, je suis rentré dans les rangs. Et quelques mois plus tard, j'ai été élu président de la commission des finances et de l'économie de ce parti. Et membre du bureau politique élargi. Je suis resté là pendant 10 à 11 ans. Lorsque, pour des raisons de principe, j'ai été obligé de me retirer. Vous avez l'habitude des retraits? J'ai dit des raisons de principe, parce que je n'ai jamais rien demandé là. Et les raisons, je peux vous l'expliquer facilement. Peut-être hors micro. Parce qu'on ne dit pas tout. Oui, vous avez resté à la Caisse autonome d'amortissement. Ça nous a échappé tout à l'heure. Par rapport à l'état de la dette, vous qui avez l'expérience. Oui, c'est pourquoi je disais que pour apprécier une économie, il faut voir le taux de croissance, il faut voir le déficit, il faut voir la dette. C'est la dette que nous avez échappé tout à l'heure. Est-ce oui, que par vous rapport savez, c'est déjà là mes premiers désamours avec le président Talon. Lorsqu'ils sont arrivés, on a dit, Yaïboni a laissé un endettement de temps, mais on ne vous a jamais parlé de ce qu'il a laissé comme ressources. 135 milliards au titre de l'eau pour tous. 200 milliards au titre de l'électricité.
50 milliards AFD au titre des lampadaires, sans compter l'UEMOA, pour près de 60 milliards. Il y a bien d'autres choses. On ne peut pas tout citer ici. Les 3000 km de voies, les pavés pour 60 milliards, 3000 km de voies, financement BOAD. Les hôpitaux de zone, Alada, en don japonais, Save, fonds saoudien, et Tchaourou, fonds coïtien. Je suis de la dette. Donc je sais un peu ce qui se passe. Alors, Mais on ne nous a pas parlé de ça. On nous a dit, et voilà, il dit qu'il a laissé tel montant dans la caisse, mais il a laissé plein de dettes. Et on a cité le montant de la dette. Mais les dettes là sont nées de quoi? Des contrats qu'il a signés pour la réalisation d'infrastructures. En PPPE. Partenariat public-privé. Mais après avoir chanté tout ça là, pour dérouter le peuple, ils ont repris tous ces projets-là. Parfois, on fait des acrobaties. Je me rappelle, par exemple, du cas Satom, on lui a donné un projet. Ils ont déjà mis en place, parfois aux frais de l'État, ils ont déjà mis en place tout le matériel. Ça a un coût qu'on inclut dans le projet. Mais on dit, laissez ça. Allez sur un autre tronçon. Vous savez ce que ça signifie? La nouvelle entreprise à qui on a donné ce projet-là va encore mettre les fonds d'installation de chantier. Nous allons revenir. Ça fait un double emploi pour l'État. Nous allons revenir à... Alors, la dette, c'était l'UEMOA. L'UEMOA, c'est notre communauté. Les normes communautaires, les dispositifs prudentiels de l'UEMOA, vous pouvez aller à 70% du PIB pour votre dette. Si vous n'avez pas crevé ce plafond-là, c'est toléré. Aujourd'hui, le Bénin est en dessous. Attendez, n'allez pas vite en besoin. Au moment où on parlait de trop d'endettement pour Yaïboni, le Bénin était à 41%. Largement au-dessous de 70%. On a dit tout ça. Pire, au cours d'une émission, j'ai entendu Ordel Aladati, quand on parlait de surendettement, dire la dette, ce n'est pas le problème. C'est ce qu'on en a fait qui est le problème. Ah, mais il savait ça hier. Il savait ça hier. Ce n'est pas bien. Aujourd'hui, le Bénin, est-ce que le Bénin est toujours... Je vous dis, Oui. 41% en 2016, quand il prenait le pouvoir. Un an plus tard, en 2017, le taux est venu à 54%. Une différence de 13 points. C'est beaucoup. 2 ans plus tard, le taux est venu à 56% en 2018. Vraiment, c'était 2017, après c'était 2018. Je voudrais m'en arrêter là. Et je n'accuse personne parce que tous ces taux-là sont en dessous du taux admis par la norme communautaire. Mais par contre, là où j'accuse, c'est la mauvaise foi. Le président a dit hier à Ouessé qu'on ne prête qu'aux riches sur la question de la crainte de surendettement du Bénin. Il a répondu qu'on ne prête qu'aux riches. Mais surendettement, il y a des choses que je ne souhaiterais pas dire ici. On ne prête qu'aux riches. Donc le Bénin était riche depuis, le Bénin n'a jamais prêté. Le Bénin était riche depuis, non? Non, lui-même, il peut voir le flux de capitaux chaque année. Disons la conférence nationale jusqu'à son exercice pour savoir que le monde n'est pas arrivé par lui. Le Bénin a toujours prêté. Monsieur, Ce qu'on leur demande, c'est de ne pas exagérer. Monsieur Antoine Guédou, monsieur Togbe. Oui. Voilà, on revenait un peu plus à vous quand on a fait cette incursion, ce retour-là, entre parenthèses, un peu pour aller un peu plus sur la question de la dette rapidement. Mais nous reviendrons encore à vous, pour savoir à côté, en tout cas en termes de vie, ce que vous aimez manger en famille. Vous savez, les matins, je ne prends que 50 francs de bouillie et un peu de biscuit ou pâté 50 francs. Donc, le coût, le matin pour moi, c'est 100 francs.
Parce que je n'aime pas vivre au-dessus de mes moyens. Vous comprenez? Le midi, moi je passe pratiquement toute la journée au siège de mon parti. Donc, il y a un petit frigo là, où ma femme met du manger. Je n'aime pas beaucoup la viande, mais j'aime poisson et fromage, avec des légumes. Ce qui est recommandé pour mon âge. Et les soirs, c'est une boule d'acassa. Vous voyez que moi-même, je ne suis pas cher. Je ne suis pas cher au point d'aller chercher de l'argent en politique. J'ai 5 enfants qui sont tous cadres dans l'administration. Cadre 1. C'est eux qui me complètent encore ma pension. Sinon, je suis à une petite pension. 250 000 en principe. Il a fallu que j'aie la décoration de chevalier de l'Ordre national du Bénin pour qu'on me complète 18 000. Donc, il y a eu un petit revenu. Et je ramène toutes mes dépenses dans ce revenu-là. Vos enfants ont tous des cadres de l'administration. Ça veut dire que l'État vous a bien entretenu. Non, écoutez, je vais vous dire ceci. Vous pouvez aller chercher complètement en arrière. Dans mon parcours, j'ai des principes. Mais j'ai eu la chance d'être à la caisse autonome d'amortissement. Et je suis allé à la caisse autonome d'amortissement par hasard. Si vous voulez, je vais vous en conter un peu l'histoire. J'étais dans l'enseignement, parce que quand j'ai terminé, j'ai été affecté dans l'enseignement. J'ai commencé par le lycée Koulibaly, avant d'aller à l'ENA, à Caravi, sous le professeur Olo. Et puis après, j'ai fait quelques temps à l'université d'Abomey. Alors, quand j'étais dans l'enseignement, là, j'avais des élèves au lycée Koulibaly. Et, bon, ils ont aimé ma façon de dispenser les cours. Ils sont allés demander à leur papa de prendre contact avec moi pour que je sois leur répétiteur. C'était Feu Villon Guézo, paix à son âme. Je suis parti et j'étais leur répétiteur. Mais la même chose a fait que j'avais écrit un livre en 1986 intitulé Mon guide de CAP. Après, j'ai écrit le livre de comptabilité. Après, j'ai écrit ITC, Initiation à la technique comptable. Et c'est au cours d'une interview que le ministre Antonio Maré-Péré a fait la chance que j'avais eue en ce moment-là. J'avais travaillé avec quelques Algériens, experts comptables, qui étaient recrutés au Centre national de formation comptable, qui devraient concevoir le plan comptable national. Ça a fait que j'ai eu beaucoup plus d'expérience en la matière par rapport à mes collègues. J'ai décidé d'écrire un livre pour vulgariser mon expérience. C'est celui qui vous a conduit finalement à la caisse? Attendez, je vous en parle. J'ai dit par hasard. Ce livre-là, j'étais en train de l'exposer à la télévision quand le ministre des Finances, Antonio, m'a vu. Il m'a envoyé son attaché de presse. Il dit que le ministre veut me voir. Qu'est-ce que j'ai à faire avec celui-là? Je ne le connaissais ni d'Ève ni d'Adam. Je suis parti et voici ce qu'il m'a dit. Il m'a dit, le directeur du Centre national de formation comptable a décoré, le président m'a demandé de le changer. Si vous êtes d'accord, je vous mets. Il a dit, oui, monsieur le ministre, je suis d'accord. Puis j'avais déjà travaillé avec eux. Il a envoyé alors à mon ministre, je ne veux pas appeler son nom, un dossier pour qu'on me détache. Mais vous savez, ce dossier-là, pour qu'on réponde, alors que lui était pressé, ça a fait 2 mois. Le temps qu'on fasse ça avant que je n'arrive ici, il avait déjà mis quelqu'un à ce poste-là. Et il avait honte. On m'a installé dans la salle d'attente. Et il doit passer devant là avant d'aller dans son bureau. Il a changé de direction, il ne passe plus par là, il passe derrière parce qu'il ne veut pas me voir. Ah, j'étais là fatigué un jour. À la fin d'un cours, d'une répétition, j'ai dit au président de l'Assemblée nationale, M. Villon Guézo,
Mais moi, j'étais dans l'enseignement, je n'avais que 12 heures par semaine. Qu'on vienne me faire asseoir pendant 40 heures, sans gain marginal, demandez à votre ministre de me retourner. C'est de là qu'il a appelé, pour lui donner des instructions, pour lui dire, si tu ne lui trouves pas autre chose, retourne-le dans les 48 heures. Et c'est après ça que le ministre m'a appelé. En ce moment-là, il y avait des problèmes à la Sogema et le directeur des études de la BBD était nommé DG Sogema. Sogema ou Sonaec, quelque chose comme ça là. Il y avait aussi un problème à la CNCA. Il y avait aussi un problème à la Caisse autonome d'amortissement. Et il m'a dit, ces 3 postes-là, directeur financier de la Caisse autonome d'amortissement, directeur financier directeur des études de la BBD, et puis la CNCA, il faut choisir. Je lui ai dit, permettez-moi de réfléchir. Je suis venu voir mon épouse. Voilà ce qu'on me propose. Elle a dit, mais non, mais il faut choisir la BBD. On va te faire un crédit et on va construire. J'ai dit, non, je vais me renseigner plus. J'ai été voir une dame qui est à la CNCA. J'ai été voir également une dame qui sont des promotionnaires, qui est à la Caisse autonome d'amortissement. Et j'ai eu toutes les conditions. Et puis je suis venu dire à ma femme, vraiment, je ne veux pas aller à la BCB, à la BBD. Leur situation financière n'est pas bonne. CNCA non plus. Je vais à la Caisse autonome d'amortissement. Surtout que c'est un prolongement du trésor public. Je suis toujours dans l'administration. Votre femme est donc votre confidente? Absolument. La femme doit être la première confidente de son épouse, de son époux du moins. Donc je suis retiré au ministre, je veux aller à la CA. C'est comme ça que j'ai atterri à la CA. Avec tous les problèmes qui ont découlé après, mais j'ai réussi à maîtriser le volant. Voilà. Un peu. Alors, finalement, il faut dire que dans votre vie active, vous avez une vie modeste et simple. Très, très modeste. Vos enfants, qu'est-ce qu'ils pensent de vos activités politiques? Ah, vous savez, les enfants, je leur ai souvent dit de ne pas rentrer dedans. Je les ai éduqués, ils sont à leur pause, ils vont s'occuper de leur pause. Moi, je ne veux pas vieillir, donc je continue mes activités. C'est ce que je leur dis simplement, de ne pas rentrer dedans. Et je ne leur demande pas de rentrer dans mon parti. Je ne leur demande pas de dire ce que je dis. Pourquoi vous les mettez loin de la politique? Ah non, chacun, moi, mon papa ne m'a rien imposé, je ne leur impose rien. Chacun choisit. Il peut choisir d'aller au BR, il peut choisir d'aller à l'UP. C'est leur choix. C'est leur choix. Mais moi, je fais la politique et je ne veux pas rester dans ça. Ma dignité ne me permet pas de rester dans ces milieux-là. Voilà. Est-ce qu'il y en a parmi eux qui expriment déjà cette ambition de se retrouver au cœur de la politique? Globalement, ils ont tous refusé. Ils ont tous refusé alors. Celui que je prédestinais en ça, c'est celui qui est en France. Il est expert en sciences des données. Lui, il dit papa, jamais. D'ailleurs, déjà ici, là, quand il a eu le bac, je lui ai dit, va faire la science juridique. Je veux que tu sois en robe noire, magistrat. Il dit, ah bon? Toi, tu veux celui qui va t'arrêter les gens, c'est pas moi. Et il a continué de me tenir tête. Quand je parle de parti, il dit, non, que lui ne veut pas ces choses-là. Donc, en fait, je n'ai pas de succession dans cette affaire-là. Mais je veux leur laisser une image propre. C'est mon souci. Quand il vous arrive de quitter Cotonou pour un peu vous retirer quelque part, où est-ce que vous allez très souvent? Dans mon village, Zapota. D'abord, j'aime beaucoup ma commune. Zapota. Ensuite, j'ai aimé Zapota par le fait que j'aime beaucoup ma famille. J'aime beaucoup la tradition. Moi, je vais au village, je danse, hein. Tu me fais gangan, je vais danser. Tu me fais bon, je vais danser. Tu me fais zinli, je vais danser. Je suis parmi les miens, sans chose là, sans état d'âme. Voilà. Par contre, ce que je n'aime pas, c'est les boîtes de nuit. Parce que c'est des zones dangereuses. Je n'aime pas ces choses-là. Si j'ai envie de danser, je mets mon woofer dans mon salon.
j'ai assis quelque part dedans, j'attends. Quand ma femme passe, je l'attends, vous dites, bon, écoute, on danse un peu, et ça s'arrête là, pas plus. Alors, tout à l'heure, vous avez dit que le président Soglo est resté votre... ma référence fidèle. Votre référence, et au-delà de lui, est-ce qu'il y a d'autres personnalités politiques qui vous inspirent au Bénin? Bon, celui qui m'inspire aujourd'hui, c'est Yahi Boni. Yahi Boni, sur le plan du travail, de l'honnêteté, de l'amour pour son prochain, parfait. Ce qu'on lui a reproché tout le temps, c'est le manque d'organisation et parfois les dérives à la violation des décisions de la Conférence nationale. Mais lui, il est moins audacieux que Talon. Quand vous commencez par en parler, il recule. Le président Talon ne recule pas. Même à coup de fusil. Et c'est ça qui est mauvais. Il n'écoute pas son peuple. Il n'écoute pas son peuple. Mais il a dit, lorsqu'il arrive, qu'on Vous lui savez, explique les problèmes et qu'on lui fasse des propositions. Mais est-ce que tu vas le voir? Je lui rappelle, s'il m'écoute, que le 15 octobre, non, le 15 juillet 2019, après notre entretien, j'ai demandé à avoir un rendez-vous. Ne serait-ce que pour aller lui dire ce qu'on lui reproche de vive voix. Parce qu'en ce moment-là, on ne pouvait pas dire comme on est en train de le dire aujourd'hui. On est dans le système. On n'a jamais obtenu le rendez-vous. Il m'a confié à quelqu'un qui serait son assistant. Et jamais j'ai appelé. Non. Monsieur Biotchane, pareil. Oh, Biotchane, on se connaissait dans d'autres cercles. C'est lui qui a fait que moi, finalement, j'ai été vers Talon. Sinon, au départ, nous avons fait une réunion à Boycon et l'organe compétent a défini des critères, a remis les critères au bureau national pour lui demander de sélectionner 8 personnes et de transmettre la liste au bureau politique pour sélection. Et quand on a fait la liste au niveau du bureau politique, on a eu Talon premier et vous connaissez les circonstances. Biotchane deuxième, Zissou troisième. Nous avons estimé qu'il faut retourner vers la base et expliquer. La base a dit laissez tomber Zissou. Nous avons laissé tomber Zissou. Vous suivez? Et quand nous sommes revenus ici, on attendait appliquer le dernier critère, les 2 derniers critères, c'est-à-dire connaître le programme de chaque candidat et ensuite savoir ce que les militants vont gagner à faire cette affaire-là. Malheureusement, on n'a pas pu rencontrer le président. On a rencontré le président Biotchane qui nous a reçus pendant près de 30 minutes. On n'a pas pu rencontrer le président Talon. À ce prix, on ne pouvait pas décanter la situation pour savoir qui est premier, on va le soutenir. Et nous avons dit à la veille du premier tour, votez votre conscience rigoureusement entre ces 2 personnes. Donc, il y a une partie qui est allée vers Biotchane, une partie qui est allée vers Talon, et au second tour, c'est Biotchane qui nous a convaincus qu'il faut aller vers Talon, parce qu'il nous a dit, Talon a renoncé à toutes ses dettes nées des décisions de justice. Mais par la suite, on le voit. Monsieur Antoine Guédou Vissetogbe, nous sommes à la fin de cette émission. Qu'est-ce que vous avez à dire pour conclure? Ce que je voudrais dire, je l'ai déjà dit une fois. Et je dis déjà que le président Talon ne fait rien pour qu'on comprenne qu'il veut vraiment changer par rapport au discours qu'il tient sur le terrain actuellement. Quand son ministre de l'Intérieur se comporte de ces manières et il ne le ramène pas à l'ordre malgré la loi, alors que c'est lui qui va dire tout à l'heure, force doit rester à la loi, ce n'est pas bien. Deuxièmement, je voudrais qu'on se dise la vérité avant de se réconcilier et de pardonner. Bon, il y a d'autres choses. Je l'exhorte au changement, au respect de sa ceinture surtout, de ses engagements. Et à se comporter en père de tous. Il ne le fait pas. Il est élu pour diriger une nation et non une partie de la nation. Ce n'est pas bien. Et vous savez, nous on dit généralement chez nous,
lorsque ceux qui dirigent perdent la honte, ceux qui exécutent perdent le respect. Je vous remercie. Alors, chers amis internautes, merci de nous avoir suivis. Nous avons reçu pour vous Antoine Guédou Wisse-Togbe. Il est président du parti La Grande Solidarité Républicaine. Il a été avec nous pour faire le tour de l'actualité socio-politique. Merci d'avoir été là et à la prochaine.